Merci, bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Et puis j'allais dire, si je peux me permettre, quelque part, félicitations, parce que d'organiser tout simplement cet événement, c'est d'accepter justement, d'anticiper pour ne pas subir. Et je pense qu'on a terriblement besoin de ça, donc les élus de ce territoire sont courageux de mettre ça sur la table, parce que c'est en effet extrêmement complexe. Le pire n'est pas certain. Très clairement, on a vu que c'était assez catastrophique ce qui pouvait se présenter, mais encore une fois, le pire n'est pas certain, il dépend de nous. Heidi l'a dit, et je pense qu'en effet, on a un travail à faire. Daniel vous a expliqué d'où je parle, qui je suis, d'où je viens. Il vous a dit, entre autres, que j'étais vendéen d'origine. Quand j'ouvrais la porte de ma chambre, il y avait la plage et il y avait l'océan. À 13 ans, je travaillais avec mon père qui était maçon le week-end et les vacances. On a construit des maisons à la Faute-sur-Mer, Xintia, 50 morts. Je suis parti à 17 ans et demi en stop de la Vendée. J'ai traversé la France pour aller dans le sud de l'Europe et je me suis arrêté dans le Briançonnais. Et je me suis installé dans le Briançonnais à cette époque-là. Et donc j'ai fait de l'alpinisme. Et au glacier blanc, on avait les échelles métalliques à main gauche. Et non, on montait les échelles métalliques et on avait le glacier qu'on touchait là à main gauche. Aujourd'hui, c'est plus de 900 mètres. Donc ça correspond bien à ce qui se dit et on le subit tous les jours. Mais on a aussi tous les effondrements géophysiques en permanence sur nos territoires. Et ça, on le voit aussi. On a eu l'effondrement du tunnel du Chambon, on a eu l'effondrement du Pas de l'Ours, on a eu les glissements de terrain dans la vallée de la Clarée. Et les glissements de terrain dans la vallée de la Clarée, c'est 6 mètres de haut. Vous avez la route dans la Clarée qui est coupée avec 6 mètres de terre sur la route. Le Pas de l'Ours, à Briès-Ristola, coupé du monde. À tel point qu'on se pose la question, on s'est posé au plus haut niveau la question, est-ce que finalement il ne faut pas abandonner à Briès-Ristola et tout simplement faire déménager les gens? Et à chaque fois, c'est 50 millions d'euros de travaux pour réhabiliter et permettre aux gens de pouvoir bouger. Donc, avant de commencer, je voulais vous donner quelques avertissements. Ça va être très dense, parce que 45 minutes, c'est très court. J'aurai plein de choses à vous dire. Donc, je vais essayer de faire vite, mais ça va être dense. Je vais distribuer des petits cailloux, prenez des notes, parce que vous aurez certainement des questions à poser après. C'est tout simplement un point de vue. Je ne considère pas avoir raison. Ça fait 35 ans que ce sujet m'importe et je travaille sur ce sujet depuis cette époque-là. Je n'ai pas les solutions, je n'ai pas trouvé le Graal. Nous n'avons pas trouvé le Graal de la transition écologique, je suis désolé, mais c'est comme ça. Par contre, on a testé beaucoup de choses et on a pu voir que ça fonctionnait. Et on n'est pas les seuls. Il y a plein d'endroits, j'y reviendrai, en France et ailleurs, où on teste des choses et on avance et on a des solutions. Aujourd'hui, j'en discutais avec Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, en zone rurale, nous avons les solutions. Par contre, c'est complexe. Et puis quand je dis nous avons des solutions, le Shift a travaillé là-dessus, le Shift Project avec Jean Covici. Dans la réalité, nous, on a à peu près 20%. Quand je dis nous, c'est chacun d'entre nous, en tant que citoyen, et les territoires, les collectivités locales. On a à peu près 20% à notre main. 80%, monsieur le sous-préfet, c'est là-haut que ça se passe, au niveau national et international. Donc parfois, nous, les élus, autant qu'on est là, eh bien, on peut faire ce qu'on peut, mais des fois, il nous manque les 80% pour aller au-delà et véritablement faire bouger les choses. Alors, en effet, il y a des crises. Je ne vais pas revenir dessus, parce que je travaille avec des scientifiques en sciences sociales qui disent la peur est nécessaire. Il faut qu'on ait peur, parce que la réalité, elle est là. Donc il faut impérativement qu'on ait peur, mais ça ne suffit pas. Il faut derrière travailler ce pouvoir d'agir. Donc je bosse, moi, avec des collégiens. J'étais il y a 3 semaines avec des collégiens. On a bossé sur ce pouvoir d'agir à la maison. Et puis dans le collège, ils vont faire pression sur le principal pour pouvoir changer les choses. Donc ce pouvoir d'agir, si vous êtes là, c'est pour qu'on bosse là-dessus. Donc il existe ce pouvoir d'agir et on a plein de solutions pour faire bouger les lignes. En l'occurrence, rien n'est duplicable en l'état. Moi, je n'ai pas de solution miracle. Je vais voir aussi ailleurs. Je vais voir beaucoup au Vorarlberg en Autriche, parce qu'ils ont 35 ans d'avance sur tous ces sujets.
Donc j'y vais tous les 5 ans, et tous les 5 ans, je prends des grosses baffes dans la figure, parce qu'ils vont extrêmement vite sur plein de sujets. C'est en fait le land le plus à l'ouest du Vorarlberg. Et franchement, j'ai organisé 3 voyages là-bas avec les élus. Il faut que ça dure 3 jours, hein, parce que le premier jour, c'est « waouh ». Le deuxième jour, c'est « on n'y arrivera jamais ». Et le troisième jour, c'est « on n'arrivera pas à ça, mais il y a quand même quelques trucs qu'on peut faire ». Et je pense que c'est là où on a besoin véritablement de s'inspirer des autres, parce qu'on a en effet 3 crises qui sont devant nous. La crise climatique, la crise de biodiversité, qui sont d'ailleurs extrêmement connectées, mais la crise sociale. Et très clairement, si on ne travaille pas la crise sociale, on ne résoudra pas la totalité. Par contre, si vraiment on se pose la question de cette crise sociale et de comment la résoudre, eh bien, on va avoir les outils, je vais vous montrer comment, en particulier en travaillant sur la santé publique et la santé communautaire, on a les moyens de faire bouger la crise climatique et la crise de biodiversité. Donc en fait, on travaille sur les limites planétaires, hein, donc on a un petit peu discuté de ça, mais vous le savez, hein, il y en a 6 sur 9 qui sont déjà dézingués, donc là, le temps nous est compté. À la fois, on travaille sur du temps long, donc c'est ça qui est difficile, parce que ça ne se fait pas tout seul, ça prend beaucoup de temps, et puis tic-tac, 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 le temps nous est compté très clairement. Donc c'est un petit peu ce paradoxe, mais on n'a pas tellement le choix. On bosse sur l'habitabilité des territoires avec des scientifiques, des Suisses et des Parisiens, et on se rend bien compte sur nos territoires que cette habitabilité, elle est très fortement impactée. Tout à l'heure, je vous parlais de la Vendée. Ma maman, qui a 87 ans, vend son appartement. Pourquoi? Parce qu'elle est en zone submersible. Elle a reçu un courrier de la préfecture qui lui a dit « Madame Lebrun, vous allez devoir faire une pièce de secours à l'étage. » Sauf qu'à l'étage au-dessus, c'est son voisin. Donc là, elle est en plein dans l'axe. Ils mettent des digues amovibles. Donc en ce moment, il y a des digues de béton qui s'installent. C'est sur le journal municipal de la Tranche. Hein. Donc on est parti. Hein. On est sur de l'adaptation. Mais justement, monsieur le sous-préfet en parlait, j'étais content qu'il en parle, parce que malheureusement, eh bien, on parle beaucoup d'adaptation, mais d'atténuation beaucoup moins. Donc on essaie de trouver des solutions pour s'adapter, sauf que tic-tac, 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 l'atténuation, là, il y a un vrai boulot. Et souvent, quand on fait de l'adaptation, c'est de la maladaptation. Parce qu'en faisant de l'adaptation, on crée encore plus de CO2. Donc là, la question, et c'est compliqué, hein, on est très clairement sur un chemin de crête, et c'est un vrai chantier. Hein. On s'attaque à un truc assez dingue. C'est pour ça que mon bouquin s'appelle Passage délicat, parce qu'on est sur un passage délicat. Et c'est pas gagné. Mais il va falloir qu'on passe au filtre de la décarbonation tous les projets, monsieur le sous-préfet. Et ça, c'est un chantier. Et nous, les élus, on est confrontés à ces difficultés, on est piégés. On est très clairement piégés. Donc ça va être devant nous un énorme challenge. Et je n'ai pas toutes les solutions, mais on en a quelques-unes. Donc décarboner, 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 c'est ce qu'il faut, et tout doit passer par ce filtre-là. S'adapter, oui, il faut bien qu'on s'adapte, mais il faut surtout atténuer. Et ça, c'est la priorité de toutes les priorités. Ça veut dire que c'est le cas à la maison. Je peux vous dire, chez moi, si vous avez des questions, je vous raconterai où j'en suis, hein, mais ça tape fort. Hein. Et puis c'est le cas dans le village, et puis c'est le cas dans le territoire. Il y a un vrai travail sur la décarbonation qui est là et qui est indispensable. Et encore une fois, hein, on a 20% des solutions. Mais il faut que là-haut, ça bouge. Vous avez vu que l'État français est condamné à plusieurs reprises pour inaction climatique. Et quand on regarde tous les arbitrages, et je peux vous les détailler, eh bien, on perd la quasi-totalité des arbitrages de la crise climatique. Donc, ces jours derniers, vous avez encore vu ce qui s'est passé. Donc, on a vraiment besoin d'un mouvement global et que tout le monde s'y mette pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, il y a des philosophes qui bossent en ce moment sur justement comment on peut arriver à travailler là-dessus. Et ils bossent sur les attachements. Quelles sont les choses auxquelles nous sommes vraiment attachés, auxquelles on tient absolument. En face, on met l'avenir de l'humanité. Hein. Donc on est dans ce contexte-là. Quels sont les éléments d'attachement qui sont pour nous impératifs? Et à partir de là, il va falloir ensemble que nous trouvions les renoncements
Ce sera moins drôle. Mais on n'aura pas le choix, vous avez vu. Donc c'est à la fois quels sont ces attachements et demain, quels sont les renoncements qui nous attendent. Donc c'est un petit peu le boulot qui est devant nous. Et là, si vous pouvez aller voir la théorie du donut, qui est assez intéressante, avec Raworth qui a bossé là-dessus. Vous voyez ce que c'est un donut, c'est un gâteau avec le cercle extérieur et le cercle intérieur. Donc vous voyez bien le cercle extérieur, le cercle intérieur. Okay, le cercle intérieur, qu'est-ce que c'est le cercle intérieur dans la théorie du donut? Et je reviens à la crise sociale. Le cercle intérieur, c'est le plancher social en dessous duquel la vie n'est pas décente. Ça veut dire, il faut qu'on boive, il faut qu'on mange, il faut qu'on se loge sans consommer trop d'énergie, et il faut qu'on puisse se déplacer sans produire trop de CO2, etc. C'est tout simplement les besoins primaires des populations. C'est la pyramide de Maslow, tous ces trucs-là. Allez voir, c'est assez intéressant. Donc, il va falloir qu'on détermine tous ensemble quel est ce plancher social en dessous duquel la vie n'est pas décente. Donc ça peut être différent suivant les pays. Hein. Là, on est là dans le territoire, donc c'est des choses qu'on peut discuter, et je suis sûr que si on en parle et on met tout ça sur la table, on va être assez d'accord, à peu près. En gros, on sait de quoi on a besoin pour vivre décemment. Le plancher social, après, à nous de trouver les solutions pour ne pas aller en deçà. Donc là, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais il y a des gens qui ont bossé là-dessus. Hein. On peut discuter du revenu universel qui pose question quand même, c'est pas évident, mais il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Mais ce plancher social, il va falloir qu'on le détermine. Le deuxième cercle, alors là, ça va être une autre paire de manches. C'est le plafond environnemental. On a les chiffres, on sait aujourd'hui au-delà de quoi on ne peut pas se permettre d'aller. Et donc, il va falloir qu'on détermine ce plafond environnemental. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai un jet privé et je vais toutes les 3 semaines dans les îles Maldives. Ben, je ne vais plus pouvoir. Quand on prend l'autoroute, ben oui, il y a un radar. À partir du moment où on est au-delà de 130, on considère qu'on met en danger la population et il y a un radar. Ben là, il va falloir qu'ensemble, on détermine ce plafond environnemental au-delà duquel nous mettons en danger l'avenir de l'humanité. Vous imaginez le chantier. Mais on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on s'y colle. Donc là, c'est intéressant, c'est passionnant, mais c'est du boulot quand même. Hein. Et il va falloir qu'on travaille sur nos renoncements. Parce que nous ne pourrons pas continuer comme hier. C'est évident. Et nous, en tant qu'Européens, encore plus que les autres. Alors, les Américains, c'est pire, hein, mais déjà, nous, on a notre dose. Hein. Donc, il y a un vrai travail sur les renoncements qu'il va falloir qu'on mène ensemble. Là-dessus, eh bien, ça veut dire retravailler les communs. Donc, si ça vous intéresse, on peut rentrer là-dessus. Hein. C'est un vrai sujet. Il va falloir retravailler sur boire, manger, les besoins primaires, comment on fait. Aujourd'hui, boire en France n'est pas garanti. Ah oui, ben oui. Avec Édouard Philippe, je lui disais, mais est-ce que vous trouvez normal que dans un pays développé, il y ait 7 communes qui n'aient pas d'eau potable? C'était il y a 5 ans. J'étais avec Emmanuel Macron à Savines il y a 1 mois et demi. C'est plus 7, c'est 2000. 2000 communes aujourd'hui qui sont livrées en citernes, donc avec lesquelles on produit du CO2 pour amener de l'eau, et puis en bouteille, on marche sur la tête. Le premier besoin primaire n'est pas garanti. Manger, je ne vous dis pas, nous sur notre territoire, l'autonomie alimentaire, c'est 2 jours. Pendant 363 jours, notre bouffe est dans des camions. Est-ce que c'est normal que dans un pays développé, les territoires n'aient pas d'autonomie alimentaire? Non. Parce que, voilà, le carbone, il est là. Donc, les besoins, les premiers besoins primaires ne sont pas garantis. Se loger, vous êtes locataire dans un appartement qui est une passoire énergétique, ou vous avez une résidence secondaire dans les bâtiments des années 70 dans nos stations de ski, où là, ça y va plein pot au chauffage électrique pendant 15 jours, mais on explose. Enfin, c'est plus tenable. Donc, il y a des vrais sujets aujourd'hui sur les besoins primaires, sur la santé communautaire, pour permettre de ne pas aller en deçà de ce plancher social, et ensuite de déterminer ensemble qu'est-ce qui est acceptable pour qu'on survive. Un peu du travail. Donc c'est là-dessus qu'en effet, nous, on essaie de travailler.
Et donc le rôle de l'élu, là en l'occurrence, ben, il est important. C'est pour ça que le sous-titre, tout à l'heure, c'était cité, du bouquin, donc c'est ce bouquin-là, Penser et penser le territoire, penser avec un E, parce que ça nécessite qu'on réfléchisse ensemble pour trouver des solutions, et penser avec un A, parce que je considère que les élus doivent être des soignants de population et de territoire. Notre rôle en tant qu'élus, et ça c'est pas facile, mais il va falloir que ça bouge. Nous ne sommes plus là pour décider. Nous sommes là pour animer et faire de sorte que les citoyens, les acteurs du territoire, les socioprofessionnels, tout le monde participe aux décisions collectives. Alors là, il y a du taf. Parce que les citoyens, ça fait longtemps qu'ils se sont barrés, ça fait longtemps qu'ils ont dit « c'est bon, nous, on vote, puis dans 6 ans, on revotera, et s'ils ne nous conviennent pas, on les vire. » Et ouais, et entre-temps, ils se baladent. Ben, je suis désolé, mais la vie de la cité, elle est importante. C'est ça le politique. Et moi, je considère que les citoyens ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Ils ont des devoirs de s'informer, ils ont des devoirs de coopérer, ils ont des devoirs de se rapprocher des élus, de leur faire confiance et de proposer. Et les élus, ben, ils ont du taf aussi, hein, parce qu'il va falloir qu'ils ouvrent les portes, qu'ils acceptent qu'ils n'aient pas toutes les solutions, et qu'ils acceptent de travailler avec les citoyens. Donc là, il y a, tout à l'heure, je disais les 20%, 80%, c'est la même chose au niveau local. Hein. Il va falloir, en effet, qu'il y ait un vrai travail de coordination, de combinaison, de co-construction entre les citoyens et les élus. C'est un vrai chantier, parce que c'est un peu la guerre des tranchées hein, dans beaucoup d'endroits. Et la solution ne viendra pas des clivages. Tant qu'il y aura des clivages, on est foutu. Mais entre voisins, c'est pareil. Nous, les élus, on sait bien. Parce que les voisins, ils viennent se plaindre de leurs propres voisins. Donc les clivages, ils sont partout. Les sociopros sont clivés, les élus sont clivés, tout le monde est clivé. Donc il y a un vrai travail pour se retrouver ensemble et retravailler sur le projet. Je vous donne un exemple rapidement. C'était un sujet, tout à l'heure on parlait du SCOT, PLU, plan local d'urbanisme sur ma commune quand j'étais maire. On s'est dit, mais en fait, c'est pas à nous de décider, les élus. Donc, vous savez, il y a la loi qui permet d'ouvrir, d'annoncer qu'il y a une révision du PLU, puis après, il y a une fermeture du PLU, et puis après, ça passe à l'instruction, etc. Nous, on s'est dit, c'est pas un document réglementaire, un PLU, c'est un projet de territoire. Donc, ça ne nous appartient pas, à nous, les élus. Donc, on a choisi un bureau d'études avec des compétences particulières, et on a fait de l'animation territoriale, on a fait 12 ateliers de travail. On a commencé à former les citoyens sur le Grenelle 1, Grenelle 2, loi Allure, maintenant loi climat et résilience, pour qu'ils comprennent les enjeux. Les citoyens se sont dit, mais en fait c'est génial, la loi nous défend. Ils ont compris les enjeux, même si ils ne sont pas cons, hein. Donc ils ont très bien compris de quoi il s'agissait. Une fois qu'ils ont compris, on a fait des ateliers sur le tourisme, sur l'eau, sur l'énergie, sur les déchets, sur la mobilité, sur le logement, etc. Et on a bossé avec eux, on a discuté avec eux. Et à l'issue de ça, on leur a dit, voilà, la loi, vous avez compris, a passé, on avait 14 hectares constructibles, maintenant on en a 4. Boum, 10 hectares qui sautent. Mais les citoyens avaient compris, les propriétaires fonciers de terrains constructibles ont compris. Ils ont dit, bah oui, mais c'est juste. On dit, voilà, les 4 hectares, on vous les donne, vous les mettez où? Ce sont les citoyens qui ont décidé des surfaces constructibles sur les 3 hameaux. Une fois qu'ils ont décidé, à la parcelle près, une fois qu'ils ont décidé ça, on a fait faire des maquettes en relief, avec vue aérienne, on a pris des Legos, des sparadraps de couleurs, et on leur a dit maintenant c'est à vous, bossez. Toute la soirée, ils ont construit leur lieu de vie, avec les canaux d'arrosage, les cheminements piétons, les zones de rencontre, les jardins partagés, etc., etc. Et ils avaient bien compris aussi que sur ce secteur, il fallait qu'ils fassent 28 logements. Donc, ben, les maisons individuelles, 28, ça passe pas. Donc ils étaient obligés de faire du petit collectif. Tout ça, ils l'ont construit. On a pris ça en photo et c'est dans le PLU du Saint-André. Donc c'est là que cette expérience, moi, elle a été très impressionnante. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on donne la parole aux citoyens, avec des gens formés, qui servent de tiers, parce que clairement, c'est pas à nous, les élus, de faire ça. Donc nous, on est en retrait. Nous, on est là pour animer l'affaire. Hein. On se met en retrait avec des gens compétents, formés, avec une information fiable, sur les enjeux
je peux vous assurer que pendant un an, il n'a été question que de projets collectifs. En fait, les citoyens, encore une fois, ils ne sont pas cons. Et donc, quand ils sont dans cette ambiance de projets collectifs, ben, finalement, les intérêts individuels, ben, on les met de côté, et puis finalement, ça passe à la trappe. Par contre, le projet collectif, alors là, boum, il avance. La difficulté, c'est que nous, les élus, on a quand même un peu la trouille des citoyens, et puis les citoyens, ils n'ont pas confiance dans les élus. Donc, ce clivage-là, il va falloir qu'on le démonte. Ça veut dire que les citoyens qui sont là, j'espère qu'ils vont comprendre qu'il faut qu'ils aient confiance dans les élus, et les élus qui sont là, qu'ils vont comprendre qu'il va falloir ouvrir les portes. Parce que derrière, on a l'enjeu, on n'a plus le choix. Sinon, ça va exploser. C'est insupportable ce qui nous attend. Donc il y a un vrai enjeu, et quelque part, cette responsabilité, on la porte. Mais on a les solutions. Les solutions, c'est de lutter contre les clivages et de faire ensemble. Derrière, eh bien, il y a plein d'autres solutions. Hein. J'aurai pas le temps là ce soir, mais la Fabrique des Transitions a beaucoup bossé là-dessus. Moi, je suis un des alliés de la Fabrique, hein, où là, ils ont subi l'effondrement. Hein. Les fermetures des mines à Los Angeles, je peux vous dire, ça a tapé dur. Hein. Donc, vous avez vu Jean-François Caron, je crois, hein, c'est un de mes potes. Eux, ils ont subi l'effondrement. Ça a été un vrai effondrement. Et derrière, ils ont réussi à faire preuve de résilience et à construire et à trouver des solutions parce qu'ils ont fait ensemble. Donc c'est le vrai sujet qui nous attend. Donc ça veut dire qu'il faut derrière peut-être travailler l'histoire. Tout à l'heure on parlait de 1343, la charte des Escartons, où les habitants de mon territoire, moi j'étais pas originaire d'ici, mais c'est pareil, je suis pétri de ce territoire. Donc en fait, il y a 650 ans, ils ont décidé de se regrouper, de faire ensemble. Et bien voilà, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Donc ils ont fait la Révolution française il y a 650 ans. Hein. Ils ont racheté leurs droits à Humbert II, et ils sont devenus libres. C'est quand même un chantier, hein. Donc vous voyez bien que le chantier qui nous attend, on peut s'y attaquer. Faut-il encore qu'on s'en donne la peine, justement, de se fédérer et de s'organiser. Ça veut dire aussi qu'il faut aller voir ailleurs. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Et puis derrière, eh bien, on voit qu'on est en capacité sur les territoires. Je vais vous donner quelques chiffres rapidement. Hein. Alors, des fois, ça dépend de la commune, des fois de la Comcom, des fois du pays. Mais en gros, très rapidement, on a baissé de 70% la consommation d'eau potable. On a baissé de 40% la consommation d'énergie. Sur ma commune, on produit 3 fois l'énergie qu'on consomme, parce qu'on a créé la première société citoyenne, société d'économie mixte citoyenne en France, où les citoyens sont actionnaires de cette société donc, publique, et on a 20 centrales reliées au réseau. On est en train de faire du turbinage de l'eau potable, c'est-à-dire que la moitié de la ville de Briançon, quand les gens prennent leur douche, mais peut-être vous connaissez ça ici, hein, quand les gens prennent leur douche ou prennent un verre d'eau, ben ça produit de l'énergie. Donc on a des solutions avec un moindre impact environnemental et un moindre impact paysager. À ce sujet-là, on vient de lancer, on est accompagné là-dessus, j'ai sollicité la directrice de la Banque des Territoires pour travailler sur la politique énergétique territoriale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a baissé nos consommations, on a éteint l'éclairage public dans 31 communes sur 36. Tout ça, c'était avant la crise de l'énergie. Hein. Je peux vous dire que les maires aujourd'hui sont contents hein, parce qu'ils se disent l'effort qu'on a fait. On a réhabilité 105 bâtiments publics dans 32 communes. Donc, sur ma commune, tous les bâtiments publics au niveau énergétique ont été réhabilités, tous. Donc les baisses de consommation, elles ont été considérables sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est la sobriété. L'efficacité, on a aussi bossé là-dessus. Par contre, derrière, on est encore loin de l'autonomie énergétique sur le territoire. En fait, on produit 100% de l'électricité consommée, mais au pas de temps mensuel, c'est loin d'être le cas. Dans 90% des cas, on est déficitaire. Donc ça veut dire qu'il va falloir, et c'est pour ça qu'on a sollicité les producteurs d'énergie, les élus, les environnementalistes, les kayakistes, les pêcheurs, tout ce monde-là, on leur a dit, allez, on va bosser, on se donne 1 an et demi, et avec le CNRS, donc le tiers dont je parlais tout à l'heure, l'INRAE, l'INRIA, le CNRS, le gars qui bosse avec nous, il bosse dans 40 pays du monde sur les problématiques de tension sur l'eau en Tunisie, en Amérique du Sud. Donc, il a l'habitude, dans les conflits d'usage, d'intervenir. Et donc là, on va mettre tout le monde autour de la table et on va essayer de trouver des solutions sur la politique énergétique de demain, tenant compte des paysages, tenant compte de la biodiversité. Il va falloir qu'on trouve des compromis. Donc c'est un vrai chantier de compromis. Tout à l'heure, on parlait des retenues. Hein.
Ben, tout ça, c'est des chantiers de discussion. Et la solution, elle n'existe pas en soi. Il n'y a pas une solution duplicable pour tout le monde. C'est chaque territoire qui doit définir sa solution. Et ça nécessite en effet de l'animation territoriale. Je regarde encore le sous-préfet, mais voilà, c'est qu'en fait c'est un combat, cette animation territoriale. Parce qu'en fait, ce qui se passe en France, c'est que toutes les politiques publiques sont calculées en fonction de la croissance du PIB. Croissance du PIB, augmentation du CO2. C'est fastoche, je veux dire, c'est radical. Sauf qu'aujourd'hui, ce dont on parle là, vous comprenez bien que tout ça, c'est du temps. D'arriver à travailler avec tout le monde, faire intervenir les enfants, les adultes, les personnes âgées pour définir un projet de territoire et trouver une orientation politique sur les politiques publiques, ça nécessite des gens compétents, formés, et ça prend du temps. Et ouais. Et pour ça, ben, il nous faut de l'animation territoriale. Et malheureusement, ben, personne ne veut la financer aujourd'hui. Alors il y a eu des petites choses qui ont été faites. Il y a eu Petite Ville de demain, puis là il y a le plan Avenir Montagne. Donc là on a eu, en effet, des postes qui ont été débloqués et on voit les résultats. C'est que derrière, on voit ce qui se passe, c'est que vous êtes là. Donc ce financement de l'animation territoriale, il est déterminant. Et nous, les collectivités locales, on a vraiment besoin de ce temps pour pouvoir travailler avec tout le monde. Donc je continue sur les résultats chiffrés très concrets. Je vous ai parlé de l'eau, je vous ai parlé de l'énergie, où en effet on a fait un tas de choses sur le territoire, et on continue pour essayer d'avancer vers l'autonomie énergétique du territoire. On a bossé sur les déchets aussi, et vous aussi. On a réussi à baisser de 47% le tonnage d'ordures ménagères résiduelles. On est passé de plus de 12 000 tonnes à plus de 6 000 tonnes. Vous transférez ça en nombre de poids lourds sur la route qui font 110 km. Et là, vous avez des tonnes de CO2. Donc, tout simplement, on a moins d'ordures ménagères résiduelles parce qu'on a travaillé sur les composteurs collectifs. On en a 200 qui sont installés sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est gros, ça fait plus de 3 mètres cubes. Donc, on en a en plein centre-ville de Briançon, on en a dans tous les villages. C'est 30% du tonnage. Et c'est de la bouffe. La bouffe, c'est de l'eau. Donc, en fait, on est marteau. On jette de l'eau qu'on va transporter dans des poids lourds pour mettre ça en décharge. Enfin, il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Donc vraiment, les composteurs collectifs et les composteurs individuels, c'est une priorité, 30% du tonnage. Et c'est plus de 250 € la tonne. Donc quand je vous dis qu'on a baissé de plus de 6 000 tonnes par an les déchets, c'est 1 500 000 € d'économiser par an. Donc, en plus, ça économise de l'argent, franchement. On en a marre de payer des taxes. Eh ben ouais, il faut un petit peu qu'on se lève le cul, quoi, pour essayer de changer les pratiques. Donc ça, c'est le vrai chantier qui est devant nous. Donc ça, après, on a démultiplié les solutions de tri, etc. On travaille sur le vrac. Donc, c'est vous dire, 12 000, 6 000, ça cause quand même, c'est pas rien. Donc ça a été le gros chantier qu'on a mené. Et là, on vient de prendre la compétence transport et mobilité. On est une des rares Comcom en France à l'avoir fait. Et c'est moi qui m'occupe de ce dossier-là. Il y avait 12 commanditaires de transport. 12. Maintenant, il n'y a plus qu'un, c'est nous, la Comcom. Et là, on a tout passé avec des nouveaux carburants. C'est de l'huile de friture. Et puis, c'est aussi des carcasses de viande et d'os qui sont transformées en huile. C'est 90% de baisse de CO2. C'est pas rien, 90% de baisse de CO2. Alors en fait, on ne peut pas mettre uniquement ce carburant, on est obligé de le mélanger, donc ça fait en fait dans la réalité 45% de baisse de CO2. Mais c'est toujours ça de gagner. Donc on a un plan climat, le seul obligé c'était la communauté de communes du Briançonnais, mais comme depuis 12 ans on travaille sur toutes ces problématiques, les deux autres Comcom ont dit allez, on part tous ensemble, et c'est le PETR, le Pays Grand Briançonnais, qui porte le plan climat, et je peux vous dire ça envoie, parce que justement, le temps nous est compté, il va falloir qu'on y aille. C'est-à-dire que je suis allé voir tous les maires, on a fait le point sur tous les projets qu'ils ont fait ces dernières années, on a réalisé qu'ils faisaient un paquet de trucs, et ça c'était très intéressant parce que c'était pas valorisé. Les citoyens ne savaient même pas ce qui se passait dans leur propre commune à ce sujet-là. Donc là, il y a un vrai travail aussi de communiquer ce qu'on fait, parce qu'on fait plein de choses qui sont bien. Et puis derrière, on leur a dit quels sont vos projets, et on va vous aider à les monter.
Donc là, il y a un vrai travail d'ingénierie, d'animation territoriale pour aider les élus du territoire à faire bouger, parce que tout est compliqué. Hein. Et vous le savez, vous êtes confrontés à ça tout le temps, entre les problèmes juridiques, financiers, administratifs. Waouh, la simplification administrative, ben, on ne l'a pas vu. Hein. Et moi, depuis 15 ans que je suis élu, ah ben, j'ai vu, et vous le savez, la complexité, aujourd'hui, c'est prise de tête quand même. Hein. Donc il va falloir que les citoyens, ils soutiennent les élus parce qu'on a besoin des élus. Il y a 2000 abandons de postes depuis les élections. Il va falloir aider les élus à faire, parce que sinon ça ne va pas aller, quoi. On a besoin de se soutenir et de se serrer les coudes. Pierre, tu m'avais demandé de te faire un clin d'œil. Ouais. 30 minutes, Ça marche. Clin d'œil. Ensuite on a bossé sur la biodiversité. Donc on a par exemple sur ma commune, c'est une toute petite commune de 500 habitants, c'est la 6e commune de Serre-Chevalier, la plus au sud. On avait à l'époque créé une réserve naturelle communale pour empêcher l'extension de la station de Serre-Chevalier. Moi à ce moment-là, j'étais pas maire. Hein. Les habitants s'étaient mobilisés en disant ça suffit, 250 km de piste, ça commence à faire quoi. Et donc ils avaient créé une réserve naturelle communale. Et quand on a été élu, donc c'était une réserve défensive. C'était contre. Voilà. Et nous on a dit mais non, ce qu'on veut, c'est une réserve positive. Et donc, on a fait une réserve naturelle régionale, donc avec le soutien de la région, et avec un troisième larron qui est la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et là, on fait tout un tas d'études scientifiques sur le territoire. On a planté 35 000 arbres sur le secteur avec les enfants, avec la station de Serre-Chevalier. C'est-à-dire que les personnels de Serre-Chevalier sont venus avec les pioches. Le directeur de Serre-Chevalier est venu planter des arbres dans la réserve. Et là, c'est là qu'on voit le faire ensemble. Là, autour de la table, il y a tout le monde maintenant. Il y a les chasseurs, il y a les agriculteurs, il y a la station de ski, il y a les skieurs de rando, il y a les vététistes, il y a tout le monde. Et chacun mesure son impact, son empreinte écologique sur la réserve des Partias. Donc c'est le nom de cette réserve qui fait 750 hectares. Donc tout le monde mesure son impact. Et après, on discute. Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Un exemple, les skieurs de rando se sont rendus compte, grâce à la LPO, qu'il y avait des couloirs, certains couloirs, où ça nichait. Et ouais. Et donc, il y avait en effet des oiseaux qui nichaient, et donc, ça posait problème, parce qu'il y avait une perte de population. Les skieurs de rando se sont eux-mêmes interdits ces couloirs. Donc là où ils ont mis des grandes banderoles avec des drapeaux, tout en haut du sommet, hein, sur ces deux couloirs, et ils ont privilégié d'autres couloirs pour descendre, et la population des coqs a augmenté l'année d'après et l'année d'après. Donc on voit bien que ce travail ensemble, il n'est pas question de se tirer dans les pattes et d'empêcher d'eux. Il faut que chacun prenne conscience de sa propre responsabilité et tente de trouver les solutions. Puis à nous de les aider, et à l'État aussi de nous soutenir pour les aider. Donc c'est ce vrai travail qu'il y a devant nous. Donc ça, c'est sur la biodiversité. Juste aussi, après, sur le foncier, sur l'agriculture, on pourrait en parler des heures, parce que là, les 20-80, là, très clairement, on a 20% à notre main et 80% qui ne sont pas, c'est la PAC. Et là, on pourrait en parler 2 heures. C'est un sujet que je connais bien maintenant, parce qu'on a pris des grosses claques. Malgré tout, on fait du stock de foncier. On a racheté 150 parcelles agricoles. On a fait intervenir, on a plusieurs conventions où on récupère du foncier. En fait, on stocke du foncier. On stocke du foncier pour demain. Le jour où ça va taper, et ça commence, on sera en capacité de distribuer du foncier pour cultiver, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Espagne. Ça va nous tomber sur la gueule. Hein. C'est le grenier des légumes de l'Europe. Là, il n'y a plus d'eau. Ils en sont à dessaler l'eau de mer. Ça ne va pas tenir. Le sud de l'Espagne va tomber. Ça veut dire qu'on est tout à fait susceptible dans 1 an, 5 ans, peut-être 10 ans. J'en sais rien. Mais en tout cas, notre autonomie alimentaire, elle est véritablement en danger. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on recultive. Et nous, on a commencé. Donc, on a installé des maraîchers à 1500 mètres d'altitude, et ça fonctionne. Et on a récupéré des biens vacants sans titre ni maître. Alors, les élus connaissent un peu ça, mais souvent, en général, les communes, elles veulent faire un parking, elles activent la loi pour récupérer ces biens qui n'appartiennent plus à personne. Nous, on l'a fait à grande échelle. Donc on a récupéré 42 hectares, et là je suis sur une deuxième vague de 32 hectares de terre gratuite,
qui tombent dans l'escarcelle de la commune pour créer du commun. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a dit aux citoyens, voilà, on vous donne 4 hectares de terre, on vous paye les arbres fruitiers, on vous paye les pioches. Par contre, c'est vous qui faites le taf. Donc c'était rigolo parce que les citoyens nous disent, mais on va faire comment? Ah ben ça, c'est pas notre problème, c'est vous. Non mais il faut faire une association. Ah ben ça, c'est pas votre problème, c'est à vous. Mais qui va ramasser les fruits? Ah mais ça, c'est pas notre problème. Et là, on se rend bien compte que les citoyens, ils ont perdu l'habitude de faire du commun. Et il va falloir les réaccompagner pour justement recréer ça. Donc on a 3 vergers. Là, je voyais un mail tout à l'heure, ils étaient tout à l'heure en train d'arroser les vergers. Et là, ça fonctionne. Il y a 70 arbres fruitiers sur un verger, il y en a 40 sur un autre verger, et il y en a 10 sur un autre verger. Et ils commencent à bosser sur les arbres fruitiers, et tous les ans, ils en plantent un peu plus. Et puis, on a récupéré aussi dans ces biens vacants du foncier constructible. Donc là, Serre Chevalier, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, avec les problèmes de logement que vous avez aussi, eh bien, nous, sur ce foncier, on a fait un appel à candidature. On a dit on va vendre le terrain 3 fois moins cher que le terrain constructible, sous obligation de faire de l'habitat participatif et groupé. Et donc, c'est parti. Il y a un groupe de 8 foyers qui est en plein. Là, on va vendre le terrain d'ici quelques mois. Une petite aparté au Vorarlberg, station de ski de l'Aigle, résidence secondaire interdite. 800 habitants, 25 000 lits, 0 résidence secondaire. Et la station est pleine au mois de mai. Venez à Serre Chevalier au mois de mai. Tout est vide. Et là, j'y suis retourné au mois d'octobre. C'est des maires de droite. Hein. J'en ai vu 4. Maisons individuelles interdites. Aujourd'hui, ils en sont là. Pour préserver le sol. Et le maire, je me suis dit, je vais le coincer. J'ai dit, mais et vous? J'étais un peu coquin. Il me dit, mais moi j'avais une ferme. Mes 3 enfants sont dans la ferme, ils sont en famille, donc il y a 3 familles dans ma ferme. Et moi j'ai déménagé, je suis dans un habitat collectif. Ah. Alors ça fait drôle, hein, parce qu'on se dit, mais comment ils sont faits, quoi. Et puis le chemin, enfin, comme quoi tout est possible. Je ne dis pas que c'est la solution. Je dis juste qu'il y a des choses qui peuvent nous sembler totalement impossibles, et finalement, ben, peut-être qu'elles sont. Pour finir, alors ce ne sera pas un poème, mais ça y ressemble. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des scientifiques qui ont beaucoup bossé sur la métamorphose. Et donc, bah, les chenilles se transforment. Avant de se transformer, elles bouffent. Elles bouffent. Elles bouffent. Et elles croissent. Et elles croissent, et elles grossissent. Pensez aussi à notre société qui croît, et qui croît. Et les chenilles, en même temps qu'elles grossissent, elles créent ce que les scientifiques appellent des cellules imaginales. Alors le mot, moi j'aimais bien, je me suis dit, c'est sympa, cellules imaginales, sauf que le corps de la chenille ne les supporte pas très bien, et a plutôt tendance à les rejeter. Mais elle continue à bouffer, et à croître, et à créer des cellules imaginales, qui au bout d'un certain temps, ces cellules imaginales s'organisent, et elles créent ce qu'ils appellent des disques imaginaux. Ça aussi c'est joli. Donc elle crée des disques imaginaux dans le corps de cette chenille. Et puis elle continue à bouffer, puis au bout d'un moment, ben, la chenille, elle se détruit. Et les disques imaginaux, à ce moment-là, s'activent. Et créent une aile, une autre aile, un abdomen, une patte, bref, un imago. Donc cellule imaginale, disques imaginaux, imago. Et l'imago, c'est le papillon. Donc on peut s'interroger sur la métaphore de cette affaire. Sur les territoires, il se passe plein de choses. Moi, je fais le tour de la France en conférence sur la transition écologique et je vois bien qu'il y a plein d'endroits où il se passe des trucs. Dans des communes avec les élus, dans des associations, dans des systèmes un peu hors normes. Et on peut espérer que peut-être tous ces gens qui font plein de choses dans tous les sens se fédèrent, créent des disques imaginaux pour qu'on ait un superbe papillon. Merci Pierre. Pierre Leroy.